Imaginez une femme qui a porté les enfants d'une des plus grandes stars de la planète, sans jamais partager son lit, et qui a ensuite lutté contre un cancer du sein tout en reconstruisant une relation fragile avec sa fille. C'est l'histoire incroyable de Debbie Rowe, l'ex-femme oubliée de Michael Jackson, qui a choisi l'ombre plutôt que les lumières des projecteurs. Si cette révélation vous intrigue, restez avec moi jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur les secrets des célébrités. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes exclusives. L'aventure de Debbie Rowe et Michael Jackson commence bien avant leur mariage controversé, en 1986, dans un cabinet de dermatologie à Beverly Hills. À l'époque, Debbie travaille comme assistante pour le docteur Arnold Klein, et Michael y vient régulièrement pour traiter son vitiligo et son lupus. Elle n'est pas juste une employée, elle devient son confidente, répondant à ses doutes sur sa peau changeante et lui offrant un soutien émotionnel rare dans le monde impitoyable de la célébrité. Au fil des ans, leur amitié se approfondit. Michael, toujours extravagant, lui envoie des cadeaux autographiés qu'elle expose fièrement. Selon son amie Tonya Boyd, Debbie était follement amoureuse. Si les gens le connaissaient comme je le connais, ils ne le trouveraient pas bizarre. Il est juste unique et excentrique. Cette connexion dure des années, traversant les tempêtes personnelles de chacun. Debbie sort d'un mariage toxique avec Richard Edelman, qu'elle décrit comme une prison émotionnelle. Elle se confie à Michael sur ses peines de cœur, et lui parle de ses propres luttes amoureuses, notamment avec Lisa Marie Presley. En 1993, quand Michael est accusé d'abus sur mineurs, Debbie reste à ses côtés, loyale et discrète, contrairement à beaucoup d'autres. Même quand Michael épouse Lisa Marie en 1994, il garde son amitié avec Debbie secrète. Lisa Marie, apprenant l'existence de Debbie, la balaie d'un revers de main, elle n'est pas glamour, pas le type de Michael. Mais les tensions montent. Lisa Marie hésite à avoir des enfants, un rêve obsédant pour Michael. Pendant leurs appels nocturnes, Debbie répète « Si tu veux vraiment être père, je porterai ton enfant ». Cette offre innocente va tout changer. La frustration de Michael envers Lisa Marie grandit, et leur mariage s'effondre début 1996. Peu après, Debbie tombe enceinte mais fait une fausse couche dévastatrice en mars, la laissant terrifiée à l'idée de ne jamais être mère. Michael la console en secret, loin des médias. En septembre, il lance sa tournée History, et le divorce avec Lisa Marie est finalisé. Soudain, les tabloïds explosent. Debbie est enceinte de l'enfant de Michael. Elle est furieuse contre la presse qui les dépeint comme des monstres. Les rumeurs disent vrai sur un point. L'enfant sera élevé par Michael seul, conçu par insémination artificielle. Debbie le confirmera plus tard, ils m'ont inséminé. C'était technique, comme pour mes juments. J'étais sa pur sang. Pas de romance physique, juste un arrangement amical. Mais était-ce vraiment gratuit? Les spéculations parlent d'argent, Debbie pour la sécurité financière, Michael pour la paternité. Michael nie farouchement, ces accusations sont fausses et irresponsables. Pourtant, des documents judiciaires de 2002 révèlent des paiements massifs, 1,5 million de dollars annuels à Debbie, plus une maison à 1,3 million en 1997. Ils n'ont jamais vécu ensemble. La mère de Michael, Catherine, une témoin de Jéhovah pieuse, est horrifiée par un enfant hors mariage, ça lui rappelle l'infidélité de son mari Joe. Elle appelle Debbie, épouse mon fils, donne un nom à cet enfant. Michael, hanté par l'ombre de son père, cède. Il appelle Debbie en Australie pendant sa tournée, on se marie demain. Le 14 novembre 1996, au Sheraton de Sydney, une cérémonie intime avec 15 invités, dont le neveu de Michael comme témoin. Lisa Marie, contactée la veille, donne sa bénédiction. Mais le public est cynique, un mariage de façade. Les fans sont dévastés, c'est un piège. Ma vie est finie. Michael défend leur union, Debbie et moi nous aimons pour ce que vous ne voyez pas sur scène. Elle m'aime pour qui je suis vraiment. Le 13 février 1997, naît Prince Michael Jackson Jr. au Cedar Sinai. Surnommé Prince en hommage à la lignée familiale, il passe en soins intensifs pour des soucis respiratoires mineurs. Debbie coupe le cordon avec Michael, mais le bébé part à Neverland avec lui. Debbie ne le revoit que 6 semaines plus tard, pour une séance photo mise en scène. Elle se distancie émotionnellement, s'attacher rendrait tout plus dur. À Neverland, Prince est entouré de 6 nounous et 6 infirmières. Debbie, à peine vue, selon une ex-nounou, elle semblait morose. En novembre 1997, annonce surprise, Debbie est enceinte d'une fille, Paris,
conçu, disent-ils, à Paris. Mais des rumeurs enflamment tout, Michael revoit Lisa Marie. Vus ensemble à Londres, en Afrique du Sud, à LA, avec des gestes affectueux. Spéculation folle, un remariage secret? Debbie nie publiquement, je ne me sens pas menacée. Mais elle avoue, notre amitié compte plus que le mariage. S'il le faut, je le mettrai de côté. Le 3 avril 1998, naît Paris Michael Catherine Jackson, aux yeux bleus pétillants. Michael panique et emporte le bébé avec le placenta, qu'il fait congeler. Il contacte même le pape pour un baptême, mais c'est refusé comme un coup de pub. Cette grossesse compliquée rend Debbie stérile. Insatisfaite, elle demande le divorce en octobre 1999. Elle reçoit 10 millions, plus des paiements annuels, et cède la garde totale à Michael. Ils promettent de rester amis, blâmant la presse pour leur échec. Si cette histoire vous captive, likez la vidéo et abonnez-vous pour plus de révélations sur les coulisses des stars. Après le divorce, Debbie disparaît des radars. Mais la mort de Michael le 25 juin 2009, d'un arrêt cardiaque causé par du propofol, la ramène sous les feux. TMZ affirme, Debbie n'est pas la mère biologique. Ovule de donneuse, elle n'était que porteuse payée. Son avocate dément, c'est faux et blessant. Debbie est la mère biologique. D'autres rumeurs pointent le Dr Klein comme père potentiel, nié catégoriquement. Debbie reste silencieuse, protégeant sa vie privée. En 2013, lors du procès contre AEG, promoteur de concerts, Debbie témoigne sur les derniers jours de Michael et l'impact sur Paris, qui tente de se suicider pendant les audiences. Larmes aux yeux, j'ai failli perdre ma fille. Elle n'a plus de vie. Elle se reconnecte juste avant. Appels réguliers, week-end ensemble. Debbie est plus proche de Paris que de Prince. On ne se déteste pas, mais je suis plus lié à ma fille. Paris, dans Rolling Stone, avoue, petite, ma mère n'existait pas. À 13 ans, après la mort de papa, je l'ai cherché sur Google. C'est une relation adulte maintenant. Après la tentative de suicide de Paris, Debbie envisage la garde mais y renonce. Paris est bien avec Catherine. Des rumeurs disent qu'elle a touché 8 millions pour renoncer aux droits parentaux initialement, plus 4 millions post-mortem niés par ses reps. Un email fuité, je veux les enfants? Absolument pas. Mais ça a l'air bien de les demander. Vrai ou faux? Mystère. Debbie refait sa vie en 2014, se fiançant à Marc Chaffel, ex-vidéaste de Neverland et ami de Michael. Surprise, Chaffel a un passé dans le porno sous le nom Marc Frédéric. Il assume, je ne cache rien. Debbie dit, Michael aurait approuvé. Leur amitié date de post-divorce. En 2016, coup dur, cancer du sein. Opération, chimio. Paris poste une photo émouvante d'un baiser sur sa tête chauve. Paris est mon rocher, dit Debbie. Prince la soutient aussi. Elle se rase la tête, porte une perruque Ursula, la chimio vole ta féminité, mais je reste moi. En janvier 2017, fin de la chimio, en 2019, rémission confirmée. Aujourd'hui, Debbie vit paisiblement au Pinthead Desert Ranch, un havre équestre en Californie, à 1 heure de Paris. Elle gère des chevaux, loin d'Hollywood. Paris la visite, se concentre sur sa musique avec The Soundflower. Debbie, son copain est adorable. Elle assiste à leur concert, croise Chris Brown. Résiliente, Debbie déclare, je suis une battante, toujours. Que pensez-vous de cette vie en montagne russe? Debbie Rowe, de l'ombre à la lumière forcée, mérite-t-elle plus de reconnaissance? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette plongée exclusive, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies sur les icônes. Mais avant de plonger plus profondément dans les recoins les plus sombres et les plus lumineux de cette saga, revenons un instant sur les origines de Debbie Rowe, car pour comprendre comment une simple assistante dermatologique a fini par devenir la mère des héritiers du roi de la pop, il faut remonter à son enfance, une enfance marquée par l'absence et la quête d'une stabilité qu'elle n'a jamais vraiment eue, née le 6 janvier 1958 à Spokane. Dans l'État de Washington, Debbie grandit dans une famille dysfonctionnelle où son père, un aviateur de l'armée, abandonne le foyer quand elle n'a que 2 ans, laissant sa mère, Barbara, une femme fragile et souvent dépressive, élever seule Debbie et sa sœur cadette. Elle déménage fréquemment, de base militaire en base militaire. Et Debbie développe très tôt un amour pour les chevaux, ces animaux majestueux qui deviennent ses seuls compagnons stables. Des bêtes qu'elle soigne dans des écuries locales pour échapper à la chaos familiale. À 16 ans, elle quitte l'école pour travailler comme palefrenière, apprenant la discipline, la patience, et une forme de résilience brute qui la suivra toute sa vie.
C'est cette même résilience qui la pousse, à 22 ans, à s'installer en Californie, rêvant d'une vie loin des tempêtes émotionnelles. Et c'est là, en 1981, qu'elle décroche un poste d'assistante chez le Dr Arnold Klein, un dermatologue star de Beverly Hills spécialisé dans les traitements au laser et les injections de collagène pour les célébrités. Klein, connu pour son ego démesuré et son cercle hollywoodien, forme Debbie non seulement aux protocoles médicaux mais aussi à la discrétion absolue, car parmi ses patients figurent des icônes comme Elizabeth Taylor, Cher, et bien sûr, Michael Jackson dès 1983. Imaginez la scène. Une jeune femme de 28 ans, blonde aux yeux verts, avec un franc-parler texan hérité de ses années d'écurie, qui injecte du botox à des divas tout en écoutant leurs confessions les plus intimes. Michael arrive pour la première fois avec son vitiligo en pleine progression, des plaques blanches qui dévorent sa peau noire, et son lupus qui le fait souffrir en silence. Debbie, contrairement aux autres infirmières qui le traitent comme un dieu intouchable, le regarde dans les yeux et lui dit cash, « Michael, ta peau change, mais toi non, arrête de te haïr pour ça. » C'est le début d'une amitié qui va durer plus de 10 ans, des sessions de traitement qui s'étirent en discussions nocturnes au téléphone. Michael appelant depuis Neverland pour parler de ses peurs, de son enfance volée par Joe Jackson, de ses coups de ceinture qui l'ont marqué à vie. Et Debbie répondant, avec des anecdotes sur ses juments qui refusent de saillir, des métaphores crues sur la vie et la reproduction qui font rire Michael pour la première fois depuis des mois. Au fil des années, les cadeaux pleuvent. Un éléphant en cristal autographié, des billets pour ses concerts en loge VIP, et même un poulain offert par Michael, qu'elle nomme Thriller en secret. Tonya Boyd, son amie de toujours, se souvient dans une interview rare. Debbie collectionnait ses souvenirs comme des trésors. Elle disait que Michael était le seul homme qui la voyait vraiment, pas comme une employée, mais comme une âme sœur platonique. Pourtant, en parallèle, la vie personnelle de Debbie est un champ de ruines. Son mariage avec Richard Edelman, un producteur de films juvéniles rencontré en 1982, tourne au cauchemar dès 1984. Edelman, jaloux et possessif, l'isole de ses amis, la critique sur son poids, sur son amour pour les chevaux qui coûtent plus cher que leur mariage, et les disputes dégénèrent en cris, en portes claquées, jusqu'à ce que Debbie, en 1988, demande le divorce, un divorce qu'elle paie de sa poche car Edelman refuse de signer sans une pension qu'elle n'a pas. Elle se confie à Michael pendant une session de peeling chimique, « Je me sens comme une prisonnière libérée, mais avec des chaînes invisibles. » Michael, qui vient de rompre avec Brooke Shields, compatit, « Moi aussi, Debbie, je vis dans une cage dorée. » Et c'est ainsi que leur lien se renforce. Traversant les scandales de 1993 quand les accusations de Jordan Chandler explosent. Tandis que le monde entier abandonne Michael, Debbie reste, lui apportant des crèmes apaisantes et des mots doux, refusant les interviews lucratives proposées par les tabloïds, elle devient son encre, et lui, son rêve inaccessible. Maintenant, zoomons sur cette période charnière de 1994 à 1995, où tout bascule comme dans un soap-opéra hollywoodien. Michael, fraîchement marié à Lisa Marie Presley en mai 1994 lors d'une cérémonie secrète en République dominicaine, pense avoir trouvé la stabilité, mais les fissures apparaissent vite. Lisa Marie, fille d'Elvis, vit dans l'ombre de son père et refuse catégoriquement d'avoir des enfants tout de suite, arguant que sa carrière de scientologue et ses propres traumas familiaux. Prime. Michael, obsédé par la paternité depuis son adolescence, il confie à Debbie lors d'un appel à 3 heures du matin, « Je veux des enfants qui m'aimeront pour moi, pas pour ma gloire », commence à douter. Pendant ce temps, Debbie, guérie de son divorce, tombe enceinte naturellement d'un bref amant dont on ignore tout, mais en mars 1996, la fausse couche la frappe comme un coup de poignard, hospitalisée pour des saignements massifs. Elle appelle Michael en pleurs depuis sa chambre stérile et, lui, en pleine répétition pour la tournée History, annule tout pour voler à son chevet incognito, déguisé en femme de ménage avec un foulard et des lunettes. Il reste 3 jours, lui tenant la main, lui promettant « Un jour, tu seras mère, je te le jure ». Cette promesse flotte dans l'air comme une prophétie. Et quand le mariage avec Lisa Marie implose en janvier 1996, Lisa déposant le divorce pour différences irréconciliables. Mais en réalité pour l'addiction croissante de Michael au analgésique et ses nuits blanches à Neverland, Debbie repose son offre fatidique, « Si tu veux un enfant, je le porte pour toi. Pas de sexe, pas de complications, juste de l'amitié. » Michael, désespéré par les rumeurs qui le dépeignent comme un monstre asexué, accepte, et les démarches commencent en secret. Consultation avec des fertilitéistes à la clinique de Beverly Hills, choix d'un donneur de sperme anonyme. Bien que Michael insiste pour que ce soit le sien, cryopréservé depuis des années.
et insémination intra-utérine en avril 1996. Debbie décrit plus tard le processus avec son humour noir habituel, c'était clinique, comme inséminer une de mes juments primées. J'étais la pouliche de luxe, et Michael le stud invisible. La grossesse est confirmée en mai, mais les fuites médiatiques explosent en juillet quand un paparazzi surprend Debbie avec un ventre arrondi sortant du cabinet de Klein. Les headlines hurlent, Michael perd via tube à essai. Debbie là. Surrogate payé, et Debbie, furieuse, claque la porte aux journalistes, mind your own business. Pourtant, les arrangements financiers sont bien réels, même si Michael les nie publiquement lors d'une conférence de presse improvisée à Neverland. Debbie est mon amie, pas une employée. Ces rumeurs sont des mensonges venimeux. Mais les documents du divorce futur révéleront la vérité. Un contrat prénuptial signé en novembre 1996 stipulant 1,5 million de dollars par an pour Debbie. Jusqu'à la majorité des enfants, plus une maison de 1,3 million à Beverly Hills achetée cash en 1997, et des clauses de confidentialité draconiennes. Catherine Jackson, la matriarche, horrifiée par cette conception hors mariage qui va à l'encontre de ses principes de témoin de Jéhovah, rappelant les infidélités de Joe avec des enfants illégitimes. Appelle Debbie personnellement, ma chère, épousez mon fils pour le bien de l'enfant, donnez-lui le nom Jackson, ou le diable s'en mêlera. Michael, tourmenté par son éducation abusive, cède à la pression maternelle pendant sa tournée en Australie. Le 13 novembre 1996, il appelle Debbie depuis son hôtel à Sydney, « Demain, on se marie, viens ». Avec le premier vol, elle atterrit, épuisée par le jet lag et la grossesse de 7 mois, et le 14 novembre, dans une suite du Sheraton The Park, une cérémonie express avec 15 invités triés sur le volet. Le petit Elia, neveu de Michael, comme témoin, un rabbin volant pour la bénédiction. Pas de robe blanche pour Debbie, juste un tailleur pantalon confortable. Lisa Marie, contactée la veille, envoie un fax laconique. Bonne chance, je suppose, les photos officielles montrent. Michael rayonnant, Debbie stoïque et le monde explose. Les fans en deuil postent des lettres de suicide sur les forums naissants d'Internet, criant au mariage arrangé pour couvrir un scandale. Michael contre-attaque dans une interview à Barbara Walters, Debbie même pour l'homme derrière le masque. Elle voit mon cœur, pas mes disques d'or. La naissance de Prince Michael Jackson Jr. le 13 février 1997 au Cedar Sinai Medical Center marque un tournant, mais pas celui escompté. Debbie, après un accouchement difficile de 12 heures avec péridurale et complications respiratoires pour le bébé, Prince passe 48 heures en unité néonatale pour un syndrome de détresse respiratoire, coupe le cordon aux côtés de Michael, mais dès le lendemain, l'enfant est emmené à Neverland dans un convoi de limousines blindées, entouré de 6 nounous philippines et 6 infirmières pédiatriques. Debbie rentre chez elle seule, avec un chèque et une interdiction de visite non supervisée pendant 6 semaines. Elle confie plus tard à une amie, « Je savais que ce serait dur, mais pas à ce point, c'était comme donner un poulain à un autre propriétaire. » Les séances photos mises en scène suivent. Debbie posant avec Prince emmailloté pour People Magazine, souriant forcé pendant que Michael dirige la lumière. À Neverland, l'enfant grandit dans un monde parallèle. Chambre thématique avec trains électriques géants, zoo privé, et Michael comme père poule, changeant les couches à 4 heures du matin tout en composant des mélodies au piano. Debbie visite sporadiquement, toujours escortée, et une ex-nounou témoignera anonymement, Debbie arrivait, embrassait le bébé, puis s'asseyait dans un coin, morose, comme si elle était une étrangère. Pourtant, la seconde grossesse est annoncée en novembre 1997, conçue officiellement lors d'un voyage romantique à Paris, mais les rumeurs fusent. Michael a été vu avec Lisa Marie à Londres en septembre, embrassant dans une voiture, puis en Afrique du Sud pour un concert caritatif, main dans la main, les tabloïds titrent Triangle amoureux, Debbie vs Lisa Marie round 2. Debbie, interrogée à la sortie d'un vétérinaire pour ses chevaux, hausse les épaules, Michael et moi, c'est de l'amitié pure, s'il veut revoir son ex. Grand bien lui fasse, je ne suis pas jalouse, mais... En privé, elle craque, appelant Tonya en larmes, je porte son enfant, et il rêve encore d'elle. Paris Michael Catherine naît le 3 avril 1998, une petite fille aux yeux bleus héritée de Debbie, mais l'accouchement vire au chaos. Hémorragie postpartum pour Debbie, qui perd tellement de sang qu'elle frôle la transfusion massive, et Michael, paniqué, emporte le bébé encore attaché au placenta dans une glacière. Ordonnant à son staff de le congeler pour les cellules souches, il contacte même le Vatican pour un baptême papal, mais le Saint-Siège refuse, voyant la manœuvre publicitaire.
Cette grossesse laisse Debbie stérile, ses ovaires endommagés par les complications, et la dépression la frappe de plein fouet. J'ai donné tout ce que j'avais, et maintenant, je ne pourrai plus jamais être mère naturellement. Le divorce est déposé en octobre 1999, amiable sur le papier, 10 millions de dollars en lump sum. 900 000 $ annuels jusqu'aux 18 ans des enfants, garde exclusive. À Michael avec droit de visite pour Debbie, il pose pour une photo famille heureuse à Neverland. Mais Debbie disparaît aussitôt, vendant sa maison de Beverly Hills pour acheter un ranch équestre à Palmdale, loin des flashs. Les années 2000 sont un vide pour Debbie, un exil volontaire où elle élève des chevaux arabes primés, participant à des concours hippiques sous un pseudo, d'héros équestrians. Et évitant tout contact avec la presse, elle suit de loin les épreuves de Michael. Le procès de 2005 pour abus sur Gavin Arvizo, où elle refuse de témoigner malgré les subpénats, envoyant une déclaration écrite « Michael est innocent. Je le connais mieux que quiconque », la mort soudaine le 25 juin 2009, quand le docteur Conrad Murray administre une dose fatale de propofol, et Debbie, réveillée par un appel de Catherine à 2 heures du matin, hurle dans son ranch « Pas lui, pas comme ça ». Elle vole à Los Angeles pour l'enterrement privé à Forest Lawn, voilée et méconnaissable, et c'est là que les rumeurs explosent à nouveau. TMZ publie un scoop, Debbie n'est pas la mère bio. Ovule d'une donneuse européenne, elle n'était que gestatrice. Son avocate Martha Almario contre-attaque, test ADN prouve le contraire. Debbie a accouché, point final. D'autres théories pointent Arnold Klein comme père spermatique, basé sur des injections suspectes. Mais Klein nie sur son lit de mort en 2012. Debbie reste muette, mais signe un accord avec Catherine pour que les enfants restent avec leur grand-mère, renonçant officiellement à la garde en échange, disent les fuites, de 4 millions supplémentaires du Trust Jackson. Un email piraté en 2010 la montre cynique. Vouloir les keys? Pas vraiment, mais ça fait bien pour l'image. Vrai ou manipulé? Le mystère persiste. Mais en 2013, lors du méga-procès contre AEG Live pour négligence ayant mené à la mort de Michael, Debbie monte à la barre, larmes aux yeux, décrivant les appels désespérés de Michael. Il disait qu'AEG le tuait à petit feu avec les répétitions. Pendant les audiences, Paris, alors 15 ans, tente le suicide en s'ouvrant les veines avec un cutter de cuisine, hurlant « Je veux rejoindre papa ». Debbie, alertée, vole au chevet à l'hôpital UCLA, et c'est le début de la réconciliation. Des week-ends au ranch, apprenant à Paris à monter à cheval, des dîners tacos où elle parle de tout sauf du passé. Paris confie à Rolling Stone en 2017 « Ma mère était un fantôme Google. Maintenant, c'est une femme réelle, avec des cicatrices et des blagues nulles. » Prince, plus distant, appelle occasionnellement « On est cool, mais Paris et elle, c'est fusionnel. » Puis vient 2014, et l'amour inattendu. Marc Chaffel, ex-producteur vidéo de Michael ayant réalisé What More Can He Give en 2001, un homme au passé sulfureux dans le porno gay sous le nom Marc Frédéric, contacte Debbie pour un documentaire sur Neverland. Les étincelles jaillissent lors d'un dîner à Malibu, et ils se fiancent en secret, Chaffel déclarant « Michael m'avait dit un jour, si quelqu'un peut comprendre Debbie, c'est toi. » Les tabloïds s'emballent, la mère de Prince avec un ex-porn king. Debbie rit, l'amour n'a pas de CV. Mais 2016 apporte le cancer, un nodule au sein droit détecté lors d'une mammographie de routine, stade 2, agressif. Mastectomie partielle, 6 cycles de chimio qui la laissent chauve et nauséeuse. Paris rase sa propre tête en solidarité, postant la photo iconique sur Instagram, Mom S Warrior. Debbie porte une perruque violette qu'elle baptise Ursula la sorcière pour rire. Et tweeter rarement, le cancer essaie de me voler mes cheveux, mais pas mon esprit. Prince envoie des bouquets de roses blanches, et même Blanquet, Bigie, appel, rémission en 2018, confirmé par scanner propre en 2019. Aujourd'hui, à 67 ans, Debbie vit au Pinted Desert Ranch, un domaine de 50 acres avec 20 chevaux, des poules et un potager bio. Paris, maintenant 27 ans, vient avec son boyfriend Gabriel Glenn ou ses nouveaux amis musiciens. Jouant des sets acoustiques au coin du feu, Debbie assiste incognito au concert de Soundflower. Croise Chris Brown en backstage qui la salue, respect, Madame Jackson. Elle refuse les biopics, déclinant Netflix, ma vie n'est pas à vendre. Pourtant, dans de rares interviews, elle philosophe, j'ai porté les enfants d'un génie, battu la mort, reconstruit une famille brisée. Si c'est pas une victoire, qu'est-ce que c'est? Et tandis que le soleil se couche sur ses prairies, Debbie galope sur sa jument préférée, loin des projecteurs. Prouvant que les vraies reines choisissent l'ombre pour briller intérieurement. Alors, que retenez-vous de cette odyssée? Debbie Rowe, l'anti-célébrité qui a tout donné sans rien demander, mérite-t-elle un chapitre dans les livres d'histoire pop? Ou reste-t-elle l'éternelle oubliée? Dites-le en commentaire.
Partagez vos théories folles sur les placentas congelés ou les emails fuités. Likez si vous avez pleuré à la photo de Paris et sa maman chauve, et abonnez-vous pour une partie 2 où on dissèque les secrets du Dr Klein, les théories sur les vrais pères, et les millions cachés du Trust Jackson, car cette histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer.